Deuxième point, le moi n'est pas que conscient. Si on prend même le côté conscient du moi, si on veut essayer de saisir ce qu'est le moi en tant qu'organe de la conscience et du préconscient, eh bien, dit Freud, alors c'est le moi-corps. Et il le dit explicitement, à la page 238, le moi conscient est avant tout un moi-corps, c'est-à-dire un moi corporel. Là, il fait une petite référence à l'homoncule cérébral qui ne plairait pas trop à Lacan, mais en ajoutant que l'homoncule cérébral, il faut bien voir qu'il regarde vers la zone du langage. Ça plairait plus à Lacan. Là, j'indique les choses comme ça. Quand il dit moi-corps, au fond, il est au plus près de dire ceci. Le moi est un moi qui organise l'image du corps, qui organise pour le sujet, au fond, c'est parce que c'est un organe de la conscience qui est en rapport avec le sentiment de son corps. Et c'est en rapport donc essentiellement avec une image, l'image et le sentiment de son corps, ce que Lacan va appeler l'imaginaire. Et au fond, c'est ce que Lacan va développer dans le stade du miroir. C'est le moi comme moi-corps, comme image du corps, qui d'ailleurs est tout de suite image de l'autre, chez Lacan, chez Freud aussi, vous verrez. Deuxièmement, donc dans le moi n'est pas que conscient, ce qui est conscient est le moi-corps, ce qui n'est pas conscient du moi, chez Freud toujours, c'est qu'une part du moi est inconscient. Donc, disons ceci, son noyau est dans l'ordre du préconscient et du conscient comme moi-corps, comme sentiment d'unité de l'être. Si vous voulez, le moi, quand on dit moi-corps, image du corps, ça veut quand même dire tout bêtement que quand vous vous regardez dans le miroir, ou quand simplement vous vous levez le matin sans vous regarder, vous n'avez pas l'idée que vous êtes quelqu'un d'autre qu'avant hier. N'est-ce pas? Et donc, or, et même 40 ans plus tard, vous n'avez pas cette idée. Et pourtant, vous pouvez être entre-temps un peu méconnaissable. Et donc, on a là le moi comme ce qui continue à se reconnaître, si vous voulez, au niveau de l'image. Là, il y a une dimension. Pardon, il y a une dimension imaginaire du moi qui n'en est pas moins importante, puisque c'est la dimension qui donne, au fond, un soutien de l'existence, un sentiment du vivant au sujet. Mais qui se limite à ça. Cependant, dit Freud, il y a une autre part du moi qui est inconscient. Son noyau, donc, est préconscient-conscient, mais il y a une structure, il y a deux structures, une part du moi qui est inconscient. Freud distingue d'ailleurs un inconscient descriptif, c'est le préconscient, n'est-ce pas? C'est ce qui n'est pas conscient en permanence dans la description. Un inconscient dynamique, ce qui est rendu volontairement inconscient par une instance qui ne veut pas accepter cela à la conscience, c'est le refouler, c'est l'inconscient dynamique. Et puis, ajoute Freud, il y a un inconscient structural, c'est une part du moi est inconsciente. Lors d'un... J'ai participé il y a un certain nombre d'années, c'est-à-dire au début des années 80, au séminaire qui s'appelait 2DEA, que faisait à l'époque Jacques-Alain Miller. On était une vingtaine au début de ce séminaire 2DEA, et on a fait l'étude du texte Le moi et le ça. Donc j'ai quelques souvenirs de ça qui me facilitent la tâche aujourd'hui. Et je me souviens bien que Jacques-Alain Miller avait proposé ceci à cette occasion. Je ne sais pas si ça se trouve écrit quelque part. Mais ce moi inconscient chez Freud, on peut y voir, sinon vraiment le sujet lacanien, mais on peut y voir au moins quelque chose qui est assez proche de ce que Lacan va formaliser dans sa dimension du sujet. Ce moi inconscient structurellement chez Freud. Le moi, chez Freud, plonge aussi ses racines dans l'inconscient, pardon, pas ses racines, mais plonge ses mains, disons, dans l'inconscient, dans le cambouis inconscient, puisqu'il est en lien avec le ça et le surmoi. Je vais prendre ça un instant plus tard. Donc le moi, par ailleurs, se constitue aussi par une série d'identifications successives. Le moi corps ne bouge pas, mais le moi, c'est aussi le caractère. Et la série des identifications, et Freud va parler dans ce texte-ci, mais il va en parler plus clairement que dans d'autres textes,
des identifications aux objets perdus, n'est-ce pas? Une femme a été amoureuse d'un homme, il le dit, c'est spécialement vrai pour les femmes. Je ne suis pas sûr qu'il ait raison, mais je vous le dis comme il le dit. Une femme a été amoureuse d'un homme, après, quand elle le perd, elle récupère une partie de l'objet dans le moi comme trait d'identification. Et, ajoute-t-il dans un autre texte, on peut d'ailleurs au cours de l'analyse faire l'opération de peler la série des identifications successives comme des pelures d'oignons, qui sont venues ainsi habiller le moi. Ça aussi fait partie, bien sûr, d'une part, du moi, au fond, qui finalement plonge assez proche du ça, c'est-à-dire du côté des objets, dont on parle quand même un peu aujourd'hui. Alors, comment, troisième point, j'ai dit que je prenais 4 points, je suis un peu loin de délai. Troisième point, comment rendre conscient l'inconscient. Très intéressant ce passage-là dans le mot de ça. Le conscient se rend, pardon, l'inconscient se rend conscient par les représentations de mots, dit Freud, c'est-à-dire par les signifiants. Comment rendre conscient l'inconscient? Eh bien, par le travail des signifiants. Ça, c'est dans Freud, excepté le mot signifiant. Du séminaire du DA, je me souviens de ceci, une remarque faite par quelqu'un, probablement Jacques-Alain Miller. Au fond, c'est ce que Lacan va reprendre, lui, entièrement dans ses premiers textes, sous le terme d'historisation. Et vous avez ça dans les textes de Lacan, du début de Lacan, notamment dans ce texte sur l'histoire, comment ça s'appelle, le mythe individuel du névrosé. N'est-ce pas? Là-dedans, vous avez bien, et ici, et dans le séminaire 3 aussi, n'est-ce pas? Le travail de l'historisation, et d'ailleurs, ça, c'est le travail clinique que nous faisons, n'est-ce pas? À chaque fois, d'abord, qu'il y a quelqu'un qui psychose comme névrose, n'est-ce pas? Ce travail qui consiste, alors nous, on ne dit plus à rendre conscient, n'est-ce pas? Mais ce travail qui consiste à permettre au sujet, non pas de se constituer, mais de constituer son histoire, et constituant son histoire, de ce fait de se constituer comme sujet. Donc il y a une part inconsciente du moi, et une part inconsciente du moi qui participe à ce travail d'historisation. Alors la phrase que je disais tout à l'heure, scandaleuse, la psychanalyse est un outil qui permet, qui donne au moi la possibilité de conquérir le ça. Je dis scandaleuse parce qu'elle a un côté, au fond, anti-lacanien, mais aussi bien anti-psychanalytique à un certain niveau, puisqu'elle vient proposer une lecture, permet de penser qu'elle propose donc l'envers de ce que Freud disait au début du texte. Donc là, il se rangerait du côté des philosophes avec le psychoïde, qu'il faudrait qu'un psychoïde prenne le contrôle de l'ensemble. Ça peut se dire alors autrement, si on se dit que ce n'est pas le moi qui doit dominer le soi, le ça, mais cette part inconsciente du moi qui doit investir le ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça peut s'entendre, je le propose, du côté, c'est une proposition personnelle ça, du côté de subjectivation. Et qu'au fond, face au jeu des pulsions, des rencontres objectales, de tous les drames qui font une existence, et de toutes les difficultés qui font une existence, et qui après tout constituent le noyau de ce qu'on appelle le ça, de ce qui nous remue. Face à ça, la proposition de la psychanalyse, c'est bien ça, ce malheur-là, cette difficulté-là, il faut que vous la subjectiviez. C'est-à-dire que vous en preniez la responsabilité d'en parler. La responsabilité au sens de en répondre. Et donc je propose que cette phrase-là, plutôt que de la prendre comme Marie Bonaparte, on accorde à Freud de la prendre du côté subjectif. Quatrième point, et ce sera le dernier, les valeurs morales. C'est le surmoi pour nous aujourd'hui. Le moi conscient est-il le garant des valeurs morales? Ce qui veut dire que le moi, qui par certains a été mis à cette place si éminente, d'être au fond un certain garant de l'unité de la personne, il est déjà garant de l'unité du corps, là-dessus nous sommes tous d'accord, serait-il garant des plus hautes fonctions de la nature humaine, c'est-à-dire les valeurs morales? Eh bien, Freud répond clairement non. C'est au contraire une autre instance qui, bien sûr, en partie s'isole à partir du moi, n'est-ce pas?
et c'est une autre instance qui va prendre la garantie des valeurs morales. Cette instance, c'est le surmoi. Le surmoi se constitue par identification au père, dit Freud. C'est première identification au père. Identification première au père, c'est au père de la préhistoire personnelle, au père comme fonction. D'ailleurs, vous avez dans ce texte, pour ceux qui l'ont lu, relu, qui iront le lire demain, vous verrez dans ce texte un certain nombre de références que fait Freud qui ont l'air complètement étranges, bizarres aujourd'hui, à l'Antiquité, même la préhistoire humaine, et même d'ailleurs la phylogénèse, n'est-ce pas? Puisqu'il fait des références à l'ontogénèse, c'est-à-dire que l'ontogénèse, c'est le développement de l'embryon, mais il prend le terme ontogénèse du côté du développement de l'humain, et il renvoie ça à la phylogénèse du côté du développement de l'humanité, n'est-ce pas, des grands singes à nous. C'est ce qu'on appelle la phylogénèse. Pourquoi Freud, au fond, cherche à chercher des racines au surmoi dans les développements phylogénétiques? On pourrait se dire que c'est pas d'actualité, c'est un peu étrange. C'est très, à mon avis, ça a une raison très précise. C'est qu'en aucun cas, il ne s'agit d'une identification qui se limite au père de l'histoire personnelle, au sens où ça se limiterait à ça, où le père concret de chacun détiendrait les secrets de la fonction paternelle. Ces secrets-là sont au-delà de lui. Et cet au-delà de lui, c'est le père mort, c'est le père de Totem et Tabou, ce sont les mythes du père, c'est l'idée du père, mais c'est aussi donc ce que Freud là inscrit du côté de l'histoire du développement de l'humanité, pour justement chercher à inscrire là la fonction paternelle comme au-delà de chacun, n'est-ce pas, ce qui évidemment situe comment une fonction paternelle ne s'incarne pour chacun que dans sa propre névrose, à sa propre manière, jamais parfaitement, parce que de toute façon, personne ne la détient. Donc là, bon, l'origine de l'instance morale, c'est donc la première identification au père, mais c'est aussi le résidu du complexe d'Oedipe. Je développe ça en quelques instants parce que c'est intéressant par rapport à la psychose spécialement. Nous avons donc... non, je cherche si ça peut. Nous avons donc... nous avons donc, comme le propose Freud là, je le reprends, je schématise là le texte de Freud sur cette question de l'origine du surmoi et des instances morales, avec les références que j'ai donc du séminaire de DEA de Jacques-Alain Miller du début des années 80. Nous avons donc une première identification au père qui forme un surmoi précoce, le surmoi précoce de Mélanie Klein, qui a d'ailleurs toujours intéressé Lacan. Au début, et même avant le début, il y avait le père. C'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas? En premier lieu. C'est-à-dire qu'on entre d'abord dans la culture. Il n'y a pas d'abord un développement naturel de l'être, il y a d'abord, vous pouvez prendre ça sous plusieurs aspects, mais d'abord le langage qui est déjà là. Et donc il y a d'abord un surmoi précoce. Il y a d'abord une première identification avec le père. Ensuite, il y a la traversée du complexe d'Oedipe. Et après cela, eh bien, il y a en effet la fonction paternelle qui peut se trouver installée pour chacun, la référence au père, la signification phallique, c'est les traits propres, disons, de la névrose, dans cette dimension où l'identification première au père a été retravaillée dans le complexe d'Oedipe et en laisse un reliquat, n'est-ce pas, sous la forme d'un surmoi paternel. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs qu'une partie du surmoi reste vivant, déréglé, si je puis dire. Mais il y a l'autre cas, celui où ce surmoi primordial de la première identification paternelle n'est pas retravaillé par le complexe d'Oedipe,
et laisse le sujet aux crises avec un surmoi obscène qui, à l'occasion, ne le lâche pas. Ça s'appelle des voix dans la psychose. Les voix dans la psychose, c'est les voix du surmoi. C'est les voix, si vous voulez, dans le schéma R de Lacan, transformé en schéma I de la psychose. Enfin, là, je le dis, je donne la référence pour ceux qui connaissent le texte, je ne vais pas le commenter. Au fond, le surmoi se situe au point R grand M, n'est-ce pas? C'est-à-dire là où, en effet, il écrit les voix aussi dans son schéma sur le schéma I. Donc, on saisit à ça, cette dimension déjà tout à fait présente, n'est-ce pas, du surmoi que Lacan va appeler obscène et féroce, impératif de jouissance, tout à fait présent dans ce texte de Freud, qui dit il y a un double visage clinique du surmoi. Le surmoi vous dit à la fois tu dois être ainsi, c'est-à-dire comme ton père, et il vous dit en même temps tu n'as pas le droit d'être comme ton père. Et débrouillez-vous avec ça, n'est-ce pas? Dans ce paradoxe, ce qui nous donne, et je conclus là-dessus, ce qui nous donne donc finalement un ça amoral, encore que donc Freud a cette formidable phrase, l'homme moral n'est pas seulement beaucoup plus immoral qu'il ne le croit, mais aussi beaucoup plus moral qu'il ne le sait. Plus immoral qu'il ne le croit parce que toute sa moralité se fonde dans son inconscient et dans le ça, dans cette identification, dans l'amour pour le père, l'amour des objets, ça. Voilà ce qui fonde sa morale. Mais en même temps plus moral qu'il ne le sait, puisque en effet, bien que ça se fonde là-dedans, après tout ça se rappelle à lui sans arrêt comme règle morale. Et au fond, il y a donc le ça amoral, le moi qui fait des efforts pour être moral, je trouve l'expression jolie, et le surmoi qui peut devenir hyper moral et qui est alors aussi cruel que le ça. Le surmoi, instance de la moralité, qui est aussi la plus cruelle des instances et que Lacan situe comme le lieu de la jouissance, puisqu'au fond, ça donne ceci quand même, c'est que la jouissance, et ça c'est présent dans Freud, elle est du côté de la loi et pas nécessairement du côté de celui qui enfreint la loi. Elle n'est pas seulement du côté des pulsions du ça qui déborde, elle est aussi du côté du débordement de la loi. Et vous en avez des exemples dans l'actualité tous les jours. Moi, c'est celle qui m'a le plus frappé dans les dernières années, peut-être déjà un peu vieille, c'est évidemment comment le président Clinton avait été poursuivi par un procureur, au fond plus obscène que les pauvres obscénités qu'avait pratiquées Clinton lui-même. Au fond, on voit là l'obscénité du surmoi comme jouissance plus obscène, au fond, que les difficultés que chacun éprouve avec ses pulsions. Voilà, je vais arrêter là-dessus pour ce texte de Freud sur quelques points. Merci de votre attention. J'ai débordé un peu. 18 minutes et demie, ça va très bien. Ok.